2 meurtriers sont en cavale. Les autorités poursuivent cet évadé de prison et sa complice d'un État américain à un autre par le biais de leurs transactions par carte de crédit. Ils se déplacent rapidement pour éviter coûte que coûte d'être capturés. La police et le FBI doivent les retrouver avant qu'ils ne prennent une autre vie. Le 25 septembre 1993, à Palmyra, en Pennsylvanie, des amis de Guy Goodman, âgé de 74 ans, appelèrent la police. Ils s'inquiétaient de lui car ils n'avaient pas eu de ses nouvelles depuis plus d'1 semaine. La propriétaire de la maison louée par Goodman rencontra un policier devant les lieux. Il y avait des tessons de porcelaine par terre et des taches de sang séchées sur le sol et les murs. Le policier vit alors une grande trace de sang dans le couloir. Elle semblait mener à l'escalier du sous-sol. Dans une pièce de rangement, l'agent trouva un corps. Il appela au poste pour obtenir des renforts. Headquarters, code 3, requesting backup. Unit 1833, go ahead. L'enquêteur Paul Zeckman du bureau d'enquête de Lebanon County fut nommé à la tête de cette enquête. 10-4, I'll be en route to that location. Le bureau d'enquête du comté aide les divers services de police confrontés à des crimes graves. Il était évident que la maison avait été saccagée. Les tiroirs de la cuisine étaient ouverts et de nombreux articles étaient éparpillés un peu partout sur le sol. En descendant au sous-sol, on pouvait voir des traces qui indiquaient que le corps avait été traîné dans l'escalier jusqu'à une petite pièce de rangement. La scène du crime était d'une violence déconcertante. On avait attaché les mains et les pieds de la victime dans son dos. Sa tête était recouverte de nombreux sacs de plastique, de draps et de couvertures, retenus autour du cou avec des liens de fortune. C'était du ruban adhésif ou des fils électriques. Le sac de plastique avait été fixé sur le tissu avec du ruban adhésif. Des techniciens passèrent la maison au peigne fin à la recherche d'indices sur le meurtrier. Ils relevèrent toutes les empreintes digitales. Ils recueillirent aussi un rouleau de ruban adhésif sur une table, sans doute celui-là même qui avait servi à ligoter la victime. Sans témoin, seul l'examen minutieux de tous ces indices permettrait aux enquêteurs de reconstituer le crime. En plus de recueillir des indices matériels, on voulait aussi savoir si quelque chose avait été volé dans la maison. On a pu établir que le porte-monnaie de M. Goodman avait disparu. Les experts trouvèrent les relevés d'une carte de crédit American Express, mais aucune trace de la carte elle-même. Dans la chambre à coucher, il y avait une boîte de chéquier ouverte.
Il manquait les carnets du milieu de la pile. On a aussi noté la disparition de la voiture de M. Goodman. Guy Goodman ne semblait guère le genre de personne à laquelle on s'attaque habituellement. Comme la plupart des gens de Palmyra, le chef de police Michael Wayman connaissait la victime. Guy Goodman était un fleuriste à la retraite. Il avait vécu toute sa vie à Palmyra et il était bien connu et apprécié de la communauté. Il nous est apparu évident que ce crime était soit un vol ayant mal tourné, soit un vol commis après qu'on eut attaqué et tué M. Goodman. La ville de Palmyra est située dans le comté de Lebanon. Dans cette paisible localité, il n'y a pas plus de 3 meurtres chaque année. Et dans la plupart de ces cas, la victime connaît son assassin. À l'autopsie, le visage de la victime était méconnaissable au point que le médecin légiste dut examiner le dossier dentaire de Guy Goodman pour confirmer qu'il s'agissait bien de lui. En se basant sur le degré de décomposition de son corps, il conclut que Goodman était mort depuis environ 1 semaine. Même si l'homme avait été sauvagement battu, ses blessures ne lui avaient pas été fatales. L'examen de ses voies respiratoires révéla qu'il était mort lentement, par suffocation. Les empreintes digitales relevées dans la maison de Goodman furent examinées au labo. Elles furent ensuite comparées à celles des criminels connus du secteur. Les experts obtinrent des résultats positifs. Quand le dossier des analyses arriva sur le bureau de Zekman, il ne fut pas surpris des résultats. Les empreintes recueillies sur la scène du crime correspondaient à celles de Bradley Martin. Zekman ne connaissait que trop bien ce nom. Je venais tout juste de transmettre la nouvelle de l'évasion de prison de cet individu. Je savais donc qu'il était en cavale. Parmi les prisonniers de Lebanon County, plusieurs faisaient partie d'un programme de placement à l'extérieur de la prison. Or, Bradley Martin, un voleur de carrière et un consommateur de stupéfiants, participait à ce programme. 1 semaine plus tôt, il avait profité d'une permission de 2 heures pour rencontrer sa petite amie Caroline King. King, âgée de 27 ans, avait rencontré le prisonnier de 21 ans à l'usine où elle travaillait. Quand les dirigeants de la prison constatèrent que Martin n'était pas revenu, ils lancèrent des recherches pour retrouver le fugitif. Ils appelèrent le bureau d'enquête de Lebanon County. Après avoir obtenu le mandat d'arrêt de Martin, les enquêteurs se rendirent à l'appartement de Caroline King, inquiets pour la sécurité de la jeune femme. Mais King n'était pas là. Rien n'indiquait où elle était, ni si elle se trouvait avec Martin. Les enquêteurs introduisirent le nom de Martin dans la base de données criminelles nationale, la NCIC. Depuis la découverte du corps de Guy Goodman, il était devenu encore plus urgent de retrouver Martin et de s'assurer que Caroline King ne courait aucun danger. Les enquêteurs interrogèrent les amis et collègues de Martin. Ce qu'ils apprirent alors les surpris. Lors des interrogatoires, on a établi que Bradley Martin et Caroline King étaient ensemble quelques jours après le meurtre de Guy Goodman. Ainsi, ils se trouvaient ensemble à Palmyra et puis on ne les avait plus revus. Ainsi, Caroline King était peut-être la complice de Martin. Plus tôt, l'enquêteur Zekman avait fait une vérification des antécédents de King à l'échelle de l'État, mais n'avait rien trouvé. Il recommença ses recherches, cette fois en utilisant la base de données nationale. Il apprit qu'elle avait un long passé criminel. Elle avait notamment été reconnue coupable de vol et d'émission de faux chèques. Des mandats d'arrêt, toujours en vigueur, avaient été lancés contre elle et elle était soupçonnée de 2 meurtres en Virginie. Les 2 suspects pouvaient être n'importe où. S'ils avaient quitté la ville juste après le meurtre de Goodman, ils avaient une bonne semaine d'avance sur les policiers.
Les enquêteurs espéraient retrouver la trace des suspects en surveillant les transactions effectuées avec la carte American Express de la victime ou à même les chèques tirés de son compte. Okay, let me call the guy at the American Express Security Department. L'enquêteur Wayman demanda au responsable du service de sécurité d'American Express, basé à New York, de l'aider. Joe Gannon, enquêteur en chef chez Amex, travaille de concert avec la police. On a mis une note spéciale dans le dossier de M. Goodman parce qu'il avait été victime d'un homicide et que, selon toute vraisemblance, ses meurtriers étaient en possession de sa carte de crédit. En examinant le relevé des transactions, on constata qu'il y avait eu des achats après la mort de Goodman. Ces transactions avaient laissé une piste qui, l'espérait-on, conduirait au meurtrier de Goodman. On a découvert qu'ils avaient fait des achats d'abord dans l'ouest de la Pennsylvanie, puis en Ohio jusqu'au sud, en Iowa et au Kansas, et enfin au nord. La dernière transaction était à Rapid City, au Dakota du Sud. Avec cette piste solide en main, les enquêteurs ne perdirent pas une seconde. Ils montèrent à bord du premier avion pour Rapid City. Les meurtriers avaient disparu, mais la carte de crédit de la victime constituait le meilleur informateur des enquêteurs. La police espérait que les transactions les conduiraient au coupable. En moins de quelques heures, les enquêteurs de la Pennsylvanie arrivèrent à Rapid City. Accompagnés de la police locale, ils se rendirent au dernier magasin où la carte de crédit avait été utilisée. Leurs soupçons furent corroborés par les interrogatoires des employés. Jusque-là, on avait seulement présumé que cette carte de crédit avait été utilisée par Bradley Martin et Carolyn King. Les enquêteurs tenaient enfin leur première piste solide. Certaines personnes ont pu identifier Bradley Martin comme l'utilisateur de la carte de crédit. D'autres ont pu identifier Carolyn King comme l'utilisatrice de la carte. Ces déclarations soutenaient leurs hypothèses. Ce n'était plus une question de déterminer qui avait commis ce crime. On savait que c'était eux. Maintenant, il s'agissait de les arrêter. Les enquêteurs de Pennsylvanie transmirent le signalement des suspects à tous les services de police du Dakota du Sud. L'escouade Bronco, spécialisée dans les fraudes, apprit alors aux enquêteurs qu'une femme de race noire et un homme blanc avaient réglé leurs achats avec de faux chèques dans des commerces de la ville. Le service de police de Rapid City nous a appris qu'un couple d'escrocs essayait de frauder dans le secteur. Il s'agissait d'une femme noire et d'un homme blanc. Le couple roulait à bord d'une voiture immatriculée en Virginie. Cela correspondait au signalement de Carolyn King et de Bradley Martin. En outre, Carolyn King conduisait une voiture immatriculée en Virginie. On s'est dit qu'ils essayaient de se faire un peu d'argent dans le secteur de Rapid City. Les enquêteurs de la Pennsylvanie étaient présents quand la police de Rapid City forçait un couple à bord d'une voiture immatriculée en Virginie à se ranger au bord de la route. Les agents confirmèrent que le couple était bien celui recherché par les enquêteurs de Rapid City, mais pas celui de présumés meurtriers. De fait, la femme noire et l'homme blanc n'étaient pas Martin et King. Il s'agissait d'un autre couple qui s'adonnait lui aussi à ses propres activités criminelles. Selon les responsables d'American Express, aucun autre achat n'avait été porté sur la carte de Goodman depuis une semaine. L'enquête se retrouvait à la case départ et l'on ne tenait aucune nouvelle piste. King et Martin avaient cependant des difficultés à se servir des chèques de la victime. À l'évidence, ils avaient besoin d'argent. Leur victime suivante fut Donna Martz, une femme de 59 ans voyageant seule.
Terrifiée, la femme obéit à leurs ordres quand ils la forcèrent à les mener jusqu'à sa voiture. Le lendemain, les enquêteurs de Pennsylvanie apprirent que plusieurs achats au Dakota du Nord avaient été réglés par des chèques tirés sur le compte de Guy Goodman. La banque avait autorisé ces chèques utilisés à plusieurs endroits dans la région de Bismarck, au Dakota du Nord. Cela étayait la thèse des enquêteurs. Après avoir utilisé la carte de crédit au maximum, ils en étaient venus à se servir des chèques volés chez Guy Goodman lors de son homicide. Cela confirmait encore davantage le fait qu'ils étaient les auteurs de l'homicide. Detective Allender, please. Zachman contacta alors les autorités de Bismarck à partir de son téléphone portable. Je suis entré en contact avec un enquêteur du service de police de Bismarck. Je lui ai alors dressé la liste de tous les endroits où les suspects avaient payé par chèque. Je lui ai décrit en détail l'affaire Guy Goodman en lui fournissant les noms des suspects et en lui décrivant les indices dont on disposait jusque-là. Il y eut alors un long silence, et quand j'ai demandé à l'enquêteur s'il y avait un problème, il m'a dit « Eh bien, on enquête sur la disparition d'une personne à l'hôtel où vos suspects ont réglé leurs notes avec un chèque de Goodman. » Les proches de Donna Martz appelèrent la police quand ils constatèrent qu'elle ne rentrait pas de Bismarck. Ils fournirent la description de Martz et de sa voiture, une Chrysler New Yorker. La police ratissa Bismarck à la recherche de la femme et de son véhicule, mais en vain. Les enquêteurs craignaient que Martin et King n'aient enlevé Donna Martz. L'affaire devenait prioritaire. La vie d'une femme était en danger. La police enquêtait sur le meurtre du fleuriste à la retraite Guy Goodman, sauvagement battu, puis tué dans sa maison de campagne en Pennsylvanie. Les enquêteurs découvrirent que sa carte de crédit et ses carnets de chèques avaient été volés. Des empreintes digitales relevées sur la scène indiquaient que les auteurs de ce crime crapuleux étaient Bradley Martin, 21 ans, et sa petite amie Caroline King, âgée de 27 ans. Les enquêteurs Paul Zechman et Michael Wayman de la Pennsylvanie avaient suivi les fugitifs jusqu'à Bismarck, au Dakota du Nord. Ils apprirent alors que les autorités locales enquêtaient sur la disparition d'une femme à l'hôtel où les suspects avaient réglé leurs notes avec un faux chèque. Donna Martz, une guide touristique pour une entreprise d'autocar, avait été vue pour la dernière fois à l'hôtel où les suspects logeaient. Quand les proches de Martz avaient constaté qu'elle ne rentrait pas à la maison comme prévu, ils avaient signalé sa disparition. Les autorités locales envoyèrent à toutes les unités de patrouille le signalement de sa voiture, une Chrysler New Yorker. Le bureau du FBI de Bismarck se joignit aux recherches. C'est l'agent Craig Welken qui était chargé de l'affaire. Le FBI et le bureau d'enquête criminelle du Dakota du Nord ont mis sur pied une escouade à laquelle se sont jointes d'autres forces policières, notamment le service de police de Bismarck et le bureau du shérif local. Quand les enquêteurs de Pennsylvanie arrivèrent à Bismarck, ils transmirent aux autres policiers les informations recueillies sur les fugitifs. Ils se sont intégrés à l'escouade spéciale pour cette affaire. Déterminer si King et Martin étaient mêlés à la disparition était d'une importance capitale. Même si l'on avait identifié des suspects dans l'enlèvement de Donna Martz, l'escouade ne tenait toujours pas de pistes solides. Les enquêteurs poursuivirent leurs recherches à l'hôtel. On a parlé au commis de l'hôtel de Bismarck où Donna Martz avait été vue pour la dernière fois. Ils nous ont dit que Bradley Martin et Caroline King avaient effectivement logé à cet hôtel. Les employés se rappelaient également que vers 9 h du matin, le 26 septembre, King s'était trouvé à seulement quelques mètres de distance de Donna Martz. Ils ont confirmé que Caroline King se trouvait dans le hall au moment où Donna Martz prenait son petit déjeuner dans la petite salle à manger.
having her continental breakfast. Même si personne n'avait vu Martz quitter l'hôtel, les enquêteurs craignaient qu'elle n'ait été enlevée. Ils devaient maintenant tenter de déterminer dans quelle direction étaient partis les fugitifs. La police trouva bientôt la voiture de Guy Goodman, abandonnée près de Bismarck. Il n'y avait aucune trace de Donna Martz. On recueillit seulement les reçus des établissements où les suspects avaient acheté des articles et plusieurs chèques vierges portant le nom de Goodman. Une fois de plus, les suspects n'avaient laissé aucune piste aux autorités. L'agent spécial Craig Welken savait qu'il devait trouver Martz avant que ses ravisseurs ne décident de la tuer. Dans une enquête comme celle-là, nous sommes tous débordés. Les informations affluent, même celles qui ne sont pas pertinentes, mais on ne sait pas comment les différencier les unes des autres. On doit donc les trier et s'occuper de certaines d'entre elles en priorité, en espérant qu'on avancera dans la bonne direction et qu'on pourra retrouver la victime en vie et appréhender les suspects. De longues heures passèrent sans qu'on trouve de nouvelles pistes. Puis, les policiers eurent un coup de chance. En interrogeant les employés de la banque de Donna Martz, ils apprirent que l'une de ses cartes de crédit avait été utilisée dans un centre commercial à 150 km de là. Elle n'avait aucun parent dans cette région. Sa présence à cet endroit était inexplicable. On pouvait aisément reconnaître ici la signature des meurtriers de Goodman. Des transactions sont apparues sur le relevé de la carte de crédit de Martz environ un jour après sa disparition. Nous étions à peu près sûrs que ce n'était pas elle qui avait porté ces transactions à son compte. Le FBI dépêcha des équipes au centre commercial pour faire interroger les commis des magasins. Aucun d'eux ne put affirmer hors de tout doute que Martin ou King avait utilisé la carte. Mais ils étaient tous persuadés que Martz n'avait pas effectué ces transactions. Il s'agissait d'achats de vêtements pour hommes. Quand on travaille sur un cas comme celui-ci, on mène une véritable course contre la montre, et plus particulièrement quand on sait qu'il y a eu un meurtre, comme c'était le cas avec Guy Goodman. La prochaine piste prometteuse parvint aux policiers quand on apprit que quelqu'un avait retiré de l'argent du compte bancaire de Martz au Montana. Cela s'était produit quelques jours plus tôt au guichet automatique de la petite ville de Shelby. Les agents du FBI au Montana ramenèrent avec eux l'enregistrement vidéo du guichet. Wayman et Zachman identifièrent formellement Bradley Martin en train d'utiliser la carte de crédit de Martz. On tenait enfin un lien tangible entre les suspects et Donna Martz. Sur l'enregistrement, on pouvait aussi voir Martin et King se diriger vers l'ouest. Malheureusement, on n'y voyait pas Martz. Même si les preuves commençaient à s'accumuler contre les suspects, les enquêteurs se préoccupaient bien plus de retrouver Donna Martz en vie. Même si on avait une idée de la direction qu'ils avaient prise, c'est-à-dire vers l'ouest, ils pouvaient changer de cap à tout moment. C'était donc très décevant, parce qu'on disposait de bien peu de temps, si Donna Martz était encore en vie, pour la retrouver et arrêter les suspects. Pour l'agent Welken, il était crucial d'être informé plus vite sur les transactions portées sur la carte de crédit de la victime. J'ai contacté Ben Patty, un ex-agent du FBI qui travaillait pour la banque émettrice de la carte de crédit de Donna Martz. Au bureau chef de Visa à San Francisco, le directeur du service des fraudes internationales Ben Patty accepta d'aider ses anciens collègues. Normalement, quand un détenteur utilise sa carte de crédit, la banque émettrice ne reçoit les détails de la transaction que 2 ou 3 jours plus tard, c'est-à-dire au moment où les informations sont relayées. Craig Welken aurait souhaité, lui, qu'on l'avise de toute transaction portée sur cette carte au moment même de la transaction. Mais c'était impossible, compte tenu de notre système d'alors. Pour ce faire, Visa devrait mettre sur pied un programme complexe pour une seule carte de crédit.
Mais une vie était en danger. On a contacté les responsables du système au service informatique et on leur a expliqué ce dont on avait besoin. Ils ont dit d'accord, on va faire les changements nécessaires dans l'ordinateur principal pour que le numéro de cette carte en particulier sonne l'alarme quand il apparaît dans notre système. Les programmateurs demandèrent un délai de 24 heures pour créer ce nouveau programme. Les agents du FBI espéraient que cela leur permettrait de retrouver enfin les fugitifs et surtout Donna Martz avant qu'elle ne soit tuée. Le coroner de Lebanon County en Pennsylvanie avait conclu que le fleuriste à la retraite Guy Goodman était mort par suffocation après avoir été sauvagement battu. Son visage était méconnaissable lors de l'autopsie. Les suspects, Bradley Martin, 21 ans, et Caroline King, 27 ans, cumulaient à eux deux plus de 20 condamnations pour des délits graves. Les fugitifs étaient maintenant en cavale en plein cœur des États-Unis. On croyait qu'ils détenaient une femme, Donna Martz, et qu'ils utilisaient ses cartes de crédit. La dernière transaction avait eu lieu au Montana. Le FBI et plusieurs services de police du pays étaient à leur poursuite. En suivant les suspects par leurs transactions, les enquêteurs comme l'agent spécial Craig Welken ne parvenaient jamais à les rattraper. Ce retard était imputable au délai de transmission d'informations des marchands à l'entreprise de crédit. Ces informations nous parvenaient seulement quand elles arrivaient dans la base de données. En 1993, il fallait compter plusieurs jours avant que les données bancaires ne soient retransmises. Les enquêteurs attendaient désespérément l'implantation d'un nouveau programme qui leur permettrait de savoir plus vite si une transaction avait été portée sur la carte Visa de Donna Martz. Paul Zachman était à la recherche du couple depuis les tout débuts de l'enquête. C'était extrêmement décevant d'apprendre quelques jours en retard que la carte de crédit de Martz avait été utilisée encore une fois. Décevant parce que, primo, on savait que ce couple avait tué Guy Goodman, et secondo, on craignait que Donna Martz ne devienne leur prochaine victime si elle n'était pas déjà morte. On ne pouvait rien faire d'autre que d'essayer de les retrouver et d'empêcher ce meurtre. Les enquêteurs dressèrent la liste de tous les endroits où les suspects pouvaient aller et ils avisèrent tous les services de police sur ces territoires. En outre, ils introduisirent leur signalement dans la base de données criminelle nationale. Malheureusement, on n'obtint aucune autre piste. Le FBI reçut alors un rapport de la corporation Visa à San Francisco. L'investigateur en fraude et ex-agent spécial Ben Patty avait demandé au programmateur de la compagnie d'accélérer le processus de retransmission des données pour toute transaction portée sur la carte de crédit de Martz. J'ai alors informé le FBI que nous avions mis au point un système de communication entre nos employés en Virginie, mon bureau, le bureau du FBI et le poste de commandement. Une fois ce système en place, la première transaction qui nous est parvenue avait été effectuée dans une station-service au sud de la Californie. On avait utilisé la carte de crédit à Los Angeles quelques heures plus tôt. Les enquêteurs se rapprochaient peu à peu des suspects, mais ce n'était pas encore assez rapide. Pendant que l'escouade spéciale avisait les autorités de Los Angeles, Visa constata qu'une autre transaction plus récente avait été portée sur la carte de Martz. La transaction a été transmise par notre système au moment même où elle était portée au compte. Dès qu'on a reçu ces informations, on a avisé le poste de commandement du FBI. La transaction avait été effectuée entre 1 heure et 2 heures plus tôt. Il y eut encore une autre transaction au compte à un hôtel de National City près de San Diego. Les agents du poste de commandement contactèrent aussitôt le bureau du FBI de San Diego, qui confia l'affaire à l'agent spécial et superviseur Sam Stanton. On nous a informé que quelqu'un avait utilisé la carte de crédit de Donna Martz dans un hôtel de National City.
On a aussitôt dépêché des agents à l'hôtel situé près de l'autoroute 5. Les agents ont interrogé le gérant, les gardiens de sécurité et les autres employés de l'hôtel, et ils ont alors appris que 2 personnes dont le signalement correspondait à celui de Martin et King étaient restées à l'hôtel et qu'elles avaient utilisé la carte de crédit de Donna Martz. Le couple avait réglé la note 2 heures plus tôt avec la carte Visa. Des policiers et des agents du FBI envahirent le secteur, vérifiant toutes les aires de stationnement des hôtels, les épiceries et les stations-service, à la recherche de la Chrysler New Yorker de Donna Martz ou de toute trace de Martin et King. L'agent Stanton savait bien que les chances de retrouver la voiture étaient bien minces, d'autant plus que les suspects avaient une avance de 2 heures sur les autorités. Retrouver une voiture dans une ville aussi grande que San Diego peut se révéler pratiquement impossible. Malgré tout, on a retransmis son signalement à tous les services de police, notamment la police de l'État, la police fédérale au Mexique et le service des douanes, en pensant que les suspects se dirigeaient peut-être vers le Mexique. Le poste de douane de Tijuana est le plus occupé au monde. En 1993, près de 40 000 Américains se rendaient au Mexique quotidiennement sans même avoir à présenter une carte d'identité. Si les fugitifs réussissaient à traverser la frontière, on ne les retrouverait sans doute jamais. C'est alors que les enquêteurs de Pennsylvanie eurent enfin un coup de chance qui leur permit de réduire considérablement le champ de recherche. Le chef Michael Wayman nous raconte. Une connaissance de Bradley Martin nous a appris que ce dernier l'avait appelé. Selon elle, Martin était à San Diego avec Carolyn King et il comptait rentrer en Pennsylvanie. On a avisé les agents du FBI de San Diego qui, à leur tour, ont retransmis ces informations à la patrouille routière de Californie. Les fugitifs avaient appelé leurs proches juste avant de quitter l'hôtel de San Diego. Martin et King avaient toujours une avance de 2 heures sur les autorités. L'agent spécial Stanton croyait que les suspects prendraient l'autoroute 8, soit la route la plus au sud, direction ouest. Selon lui, Martin et King arriveraient sous peu à El Centro, en Californie, près de la frontière de l'Arizona. J'ai appelé l'agent Paul Vick du bureau du FBI d'El Centro et je lui ai demandé de retransmettre les informations à toutes les unités de patrouille. Stanton espérait qu'il ne s'était pas trompé. C'est l'agent spécial Paul Vick d'El Centro qui prit les commandes à partir de là. J'ai appelé les répartiteurs de la patrouille routière de Californie et je leur ai demandé de diffuser le signalement de la voiture de Martz. Le message codé 187 signifiait que les fugitifs étaient soupçonnés de meurtre. Il fut retransmis à tous les patrouilleurs de l'autoroute 8, notamment à l'agent Richard Chambers. Je m'apprêtais à vérifier ma section de l'autoroute, comme toujours, au début de mon quart de travail, et j'ai pris l'autoroute 8 direction ouest. Quelques minutes plus tard, Chambers crut apercevoir la voiture. Je roulais sur l'autoroute qui traverse le désert quand j'ai aperçu une voiture direction est qui correspondait au signalement que je venais de recevoir. Chambers fut incapable de distinguer le numéro de la plaque d'immatriculation. Je n'étais pas absolument sûr que c'était eux et j'ai fait demi-tour pour les suivre et vérifier leur numéro de plaque. C'était bien une plaque du Dakota et le numéro correspondait à celui qu'on nous avait transmis. El Centro 11684. I think I'm behind the 187 vehicle. Could you send me a backup car? Le répartiteur avisa Chambers qu'il lui était impossible de lui envoyer des renforts aussi rapidement. Il put toutefois lui envoyer une voiture fantôme pour tenter de rattraper les suspects.
Les policiers savaient que les suspects étaient prêts à tout et sans doute armés. Jusque-là, les suspects semblaient calmes. Ils arrivèrent alors à l'intersection de l'autoroute 186. Les renforts de Chambers avaient toujours plusieurs minutes de retard. Sur la route 186, la poursuite s'intensifia. Les suspects tentèrent de distancer l'agent Chambers en accélérant jusqu'à 145 km/h, mais sans succès. Les suspects entrèrent en Arizona, Chambers à leur trousse. Même si ce patrouilleur de Californie venait de sortir de son territoire de juridiction, il n'abandonna pas la poursuite. Il transmit leur signalement aux autorités de l'Arizona. Puis, soudain, il se mit à craindre le pire. Le passager a brandi une arme par la fenêtre avant droite. Chambers continua de talonner les dangereux suspects, bien décidé à les arrêter. Alors que les deux voitures entraient à toute vitesse à Yuma, en Arizona, des dizaines de policiers étaient rivés à leur poste transmetteur, se préparant à prêter main forte à Chambers. Le 5 octobre 1993, l'agent Richard Chambers de la patrouille routière de Californie poursuivait les présumés ravisseurs et meurtriers Carolyn King et Bradley Martin. Tout juste après être passés à El Centro en Californie, les fugitifs avaient traversé en Arizona. Les renforts étaient en train de s'organiser. Pendant ce temps, l'agent Chambers essuyait les tirs des suspects au moment où ils entraient à toute vitesse dans la ville de Yuma. Il était bien résolu à capturer les fugitifs avant qu'ils ne tuent à nouveau. Les suspects s'engagèrent alors sur une route secondaire. Chambers transmit sa position par radio. Les fugitifs brûlèrent 2 stops, puis après l'accident, les suspects prirent la fuite à pied. Je suis descendu de voiture, j'ai brandi mon pistolet et je leur ai ordonné de s'arrêter. Je leur ai ensuite dit que je tirerais s'ils n'arrêtaient pas. La femme a alors cessé de courir. Carolyn King ordonna à Martin de s'arrêter lui aussi. Je suis parvenu à menotter la femme, mais comme je n'avais qu'une seule paire de menottes, j'ai dû obliger l'homme à rester immobile à la pointe de mon arme jusqu'à l'arrivée de la police de Yuma. Ça n'a pas pris plus d'1 minute ou 2, mais ça m'a paru beaucoup plus long que ça. L'agent demanda aux 2 suspects de le suivre. Après une poursuite de 2 semaines à travers tout le pays, les policiers et les agents du FBI avaient enfin arrêté Carolyn King et Bradley Martin. Mais leur principale préoccupation était la sécurité de leur otage, Donna Martz. Elle n'était pas à bord de la voiture. Au fond du véhicule, ils trouvèrent le pistolet dont Martin s'était servi pour tirer sur Chambers. Les policiers ouvrirent le coffre. Ils y trouvèrent du ruban adhésif, un couteau, les lunettes de Donna Martz, mais aucun indice sur l'endroit où celle-ci se trouvait.
Interrogés à ce sujet au poste de police de Yuma, Martin et King refusèrent de parler. Peu de temps après, les agents du FBI interrogèrent les suspects à leur tour, mais séparément. Dès le début, Caroline King adopta une attitude provocatrice, refusant même de dire comment elle s'appelait. Elle jura ne pas connaître Donna Martz. L'agent qui interrogeait Bradley Martin ne fut pas plus chanceux que son collègue. Quand l'agent spécial Paul Vick arriva au poste, il apprit que Martin s'entêtait à garder le silence. Bradley Martin marchait de long en large, les mains menottées dans le dos. Il semblait inconfortable. Vick tenta alors une approche différente de celle de ses collègues. Martin m'a dit qu'il avait mal au cou et qu'il avait aussi des élancements dans le bras droit. Dans l'espoir de gagner sa confiance et ainsi l'amener à collaborer, Vick lui proposa de lui menotter les mains par devant pour qu'il soit plus à l'aise. Sa stratégie fonctionna. Martin m'a dit qu'il accepterait de me parler. L'agent rappela à Martin qu'il avait tout d'abord invoqué son droit de ne parler qu'en présence de son avocat, mais le suspect se déclara prêt à renoncer à ce droit. Vick fit signer la déposition par Martin pour s'assurer que ses aveux soient recevables devant les tribunaux. Après qu'il eut accepté, il a signé une déclaration écrite où il consentait à me parler et a renoncé à son droit d'être accompagné d'un avocat. Je l'ai alors regardé, droit dans les yeux, et je lui ai dit que je savais qu'il avait tué quelqu'un en Pennsylvanie. Je voulais savoir si Donna Martz était en sécurité et je lui ai demandé si elle allait bien. Martin m'a regardé et m'a répondu « Non, je l'ai tuée ». Le suspect déclara qu'ils avaient gardé Donna Martz en vie pendant plus d'une semaine, mais après l'avoir échappé belle à quelques reprises avec la police, il avait décidé de se débarrasser d'elle. Il s'était arrêté dans le désert où il l'avait fait sortir du coffre de la voiture et forcé, à la pointe de son arme, à descendre dans un fossé. Il ajouta que Martz savait qu'il allait la tuer. Elle ne lui avait dit qu'une seule chose avant de mourir, qu'elle aimait ses enfants. La nouvelle du meurtre de Donna eut l'effet d'une bombe sur tous ceux qui espéraient la sauver. À la fin de l'interrogatoire de Martin, on avait un plan qui nous indiquait où l'on trouverait Martz au Nevada. On a télécopié ce plan au bureau du FBI d'Elko, au Nevada, et tard le soir, les agents ont tout mis en œuvre pour retrouver le corps de Donna Martz. Malheureusement, Martin avait consommé des stupéfiants tout au long de sa cavale et sa mémoire lui faisait défaut. Par conséquent, des erreurs s'étaient glissées dans le plan qu'il avait dressé. Plusieurs fois au cours de la nuit, les équipes de recherche durent appeler au poste pour obtenir plus d'informations. Le désert près d'Elko, mesurant plusieurs centaines de kilomètres carrés, les équipes travaillèrent d'arrache-pied toute la nuit et le lendemain matin. Le 7 octobre, les enquêteurs trouvèrent enfin le corps de Donna Martz à environ 2,5 km de l'autoroute 80. Dans des cas d'homicide comme ceux de Guy Goodman et de Donna Martz, notre priorité, c'est d'arrêter les suspects pour les empêcher de s'en prendre à d'autres. La résolution de l'enquête vient alors en second lieu, c'est-à-dire les retirer de la circulation, les mettre derrière les barreaux et les faire ensuite condamner. Au Nevada, Martin et King ont plaidé coupables de l'enlèvement et du meurtre de Donna Martz et ils ont été condamnés à la prison à vie. En Pennsylvanie, ils ont été reconnus coupables du meurtre de Guy Goodman. Martin et King ont tous deux écopé de la peine de mort. Cette affaire illustre très bien comment peuvent travailler ensemble les divers corps policiers, comme ça a été le cas avec le FBI, la police locale et celle des États de la Californie, de l'Arizona, du Dakota, du Nevada, de la Pennsylvanie et de nombreux autres États. C'est de cette façon qu'on a pu résoudre cette affaire, arrêter King et Martin et les faire condamner. Pour les 11 petits-enfants de Donna Martz, ses 3 enfants, sa famille et ses proches,
justice a enfin été rendue. Encore aujourd'hui, il trouve un certain réconfort en pensant que la police et le FBI ont capturé Martin et King avant qu'ils ne s'en prennent à une autre victime.